Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous. Alors, dans The Big Shift, on a déjà reçu Arthur Aubeuf avec Time for the Planet qui souhaite mettre l'entrepreneuriat et souvent la technologie au centre de la résolution du changement climatique. On a reçu aussi Benjamin Demolien qui, lui, avec ses 3-0, défend la sobriété dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, forcément, je trouve ça super intéressant de discuter avec Clément Chabot, le fondateur du Low-Tech Lab, qui lui promeut l'utilisation des low-tech. Alors Clément, qu'est-ce que c'est une low-tech ? Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à ce temps ensemble. Alors nous, au Low-Tech Lab, ce qu'on définit comme low-tech, il y a un peu la technique, mais aussi tout un environnement, on va dire, contextuel, de mode de vie, de savoir-faire, de service, presque d'une philosophie qu'on définit d'utile, accessible et durable. Donc en gros, on s'appuie vraiment sur ces trois thèmes d'utilité, d'accessibilité et de durabilité qu'on peut décliner sur plein de sous-thèmes pour avancer et essayer en fait de toutes et tous ensemble continuer à faire société durablement. Ok, donc ces 3 piliers sont super intéressants. Toi, tu as travaillé dans la fabrication d'Airbus A350. C'est pas vraiment low-tech. Tu as changé complètement ton fusil d'épaule, du coup. C'était quoi le déclencheur ? C'est vrai que sur autant l'utilité, l'accessibilité que la durabilité, j'étais loin de ce que je peux faire aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est un ensemble de paramètres qui m'ont fait évoluer. Et je vois pas ça comme une rupture radicale non plus. J'étais une personne et maintenant je suis quelqu'un de complètement différent. C'est une transition, une transformation longue qui continue encore aujourd'hui. Et je pense que à l'époque, la société de production à laquelle je participais, j'étais pas en phase vraiment avec ses valeurs. On parle beaucoup de société de consommation, un peu moins de société de production, et je pense que c'est un vrai sujet à aborder, sur lequel s'interroger, à quoi je participe, à quoi je donne mon temps et mon énergie au quotidien. Donc il y avait ça, et aussi en fait une distance énorme, très lointaine de la matière et du terrain, en fait, de passer mon temps sur l'ordi ou au téléphone, même si j'étais associé plus à un métier de production. C'était que du support en fait, et je pouvais faire des choses complètement absurdes en fait. Je ne m'en rendais pas compte parce que l'ordinateur en face de moi semblait heureux. En exemple, avec toute une équipe assez importante, on a travaillé sur un élément important structurel de l'avion pendant des années à le concevoir, avec les bureaux d'études, les fabricants, etc. Et le jour où on a dû rentrer cette immense pièce qui fait toute la longueur de l'avion, ça marchait pas. Et donc c'est intéressant en fait de se rendre compte que oui, la technique c'est un outil incroyable, mais en fait se reposer entièrement sur des simulations, sur des modèles et s'éloigner du réel, ça pose énormément de problèmes, sans parler de prélever des matériaux ou des conditions sociales aussi de ce qu'on ne voit pas en fait dans nos modes de vie. Donc se rapprocher, de relocaliser et de se rendre à nouveau acteur de son quotidien et de son environnement. D'accord. Pour revenir sur donc les low-tech, tu nous as bien défini les 3 piliers, l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. C'est quoi le meilleur exemple de low-tech qu'on utilise tous les jours aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y en a pas mal. Moi, celui que je préfère et que j'utilise le plus, c'est le vélo. Qui permet de je vais pas définir comment ça marche un vélo, mais c'est une super technique qui existe depuis, on va dire un peu plus de 100 ans,
et qui est largement utilisé, qui permet à beaucoup de monde de se déplacer, qui est, même si on peut pas le produire tout le temps localement, on est en mesure de le réparer. C'est accessible à moindre coût en général, pas forcément neuf, mais en seconde main, ça le fait très bien. Enfin, à plein de niveaux, ça me paraît une entrée en matière très intéressante, la bicyclette. Vous faites quoi du coup au Low Tech Lab? Alors nous, notre travail, c'est de promouvoir, donc de faire connaître des low-tech ou des comportements qu'on juge low-tech, de les faire connaître et de donner envie à d'autres personnes, à d'autres collectifs, d'essayer ces nouveaux comportements. Donc on travaille principalement à recenser. On a un gros travail exploratoire. Il y a déjà en fait plein de choses qui existent depuis super longtemps ou qui sont en développement ou utilisées partout dans le monde. Et donc au lieu de réinventer la roue, c'est s'appuyer sur toutes les roues existantes déjà autour de nous et à travers le monde pour les faire connaître. On n'a pas forcément trop de temps à perdre sur la transition, donc autant nous appuyer sur l'existant. Donc promouvoir toutes ces techniques. Et nous, ce qu'on préfère, c'est l'expérimentation et nous porter nous-mêmes cobayes de ces techniques ou modes de vie. Donc en les reproduisant, en les adaptant à notre contexte, et de vivre avec sur des périodes de plusieurs mois, de plusieurs années, et d'évaluer vraiment la pertinence de ces modes de vie et des techniques associées. Est-ce que c'est aussi écologique qu'on l'a pensé? Est-ce que économiquement c'est accessible, ou au moins dans le temps on s'y retrouve? Et aussi super important, quelle qualité de vie est associée à ça? Est-ce que c'est un retour en arrière, on repasse à la bougie et à l'âge de pierre, ou au contraire, on vit très bien, il y a une convivialité, une qualité de vie qui se dégage de ces nouveaux usages. Ouais, tout à fait. Tu parlais du coup du fait que le low-tech, c'était quasiment un mode de vie. Toi, tu l'as expérimenté au plus près. Tu as passé 1 an dans une maison passive pleine de low-tech que tu as réutilisé d'autres projets ou que vous avez même inventé vous-même. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Ce projet qu'on a mené avec Pierre Alain, c'est arrivé à la suite de la phase d'exploration sur les low-tech dans l'habitat français, enfin occidental, on va dire. Et donc on a vraiment voulu les passer au banc d'essai, même si elles nous semblaient hyper pertinentes quand on a pu les documenter sur les différents terrains. On voulait vraiment se confronter à la réalité de ces techniques. Et donc on a conçu et développé un laboratoire, on va dire, habitable, une petite maison qui intégrait une dizaine de techniques qu'on avait pu documenter avant, pour vivre avec au quotidien. Cette maison, elle était autonome en eau, en énergie. On faisait aussi l'assainissement des eaux usées sur la maison. Et c'était une super expérience de vie, vraiment. Bon, globalement, les techniques ont démontré leur pertinence pleinement. Mais en plus de ça, et c'est plus sur une dimension de temps long, il y a une véritable qualité de vie pour moi qui s'est dégagée de cette expérience. En fait, de se reconnecter à l'environnement. Aujourd'hui, bon, je vais parler pour moi puisque je sais pas comment c'est chez les autres, mais même si on fait la promotion des low-tech, on a une petite tendance à courir. Ça, c'est un paradoxe avec lequel je vis. Courir pour dire à tout le monde de ralentir. Et Ouais. Parce qu'il y a un parallèle entre les low-tech et les slow-tech, c'est ça? Ouais, je pense qu'il il faut apprécier ce qu'on vit au quotidien. C'est une clé. Enfin, c'est très comportemental et on en parlera sûrement un peu plus après. Mais c'est comment est-ce qu'on est avec soi-même, puis après avec les autres, puis après globalement. Et tant qu'on est super speed à courir dans tous les sens, je pense qu'on a besoin de compenser rapidement. Et donc compenser rapidement, ça passe souvent par de l'achat, par du superficiel, de la récompense facile et rapide. Et là, cette maison, justement, elle permettait de sortir de ça, en étant dans du temps plus long, en étant dépendante du temps, du soleil, qui nous fournissait l'énergie, la chaleur, un peu d'électricité.
et de la pluie aussi qui nous fournissait l'eau dans la maison pour boire, pour cuisiner, pour faire la vaisselle et se laver. Et en fait, en se rendant dépendant avec des petits stocks du temps, du climat, Mm. et ben en fait, il y a des choses auxquelles on n'a plus vraiment accès aujourd'hui. La notion de saisonnalité. Bah oui, on a moins d'énergie l'hiver que l'été dans une maison qui dépend du soleil. Mais je pense que c'est important de prendre conscience qu'on a moins d'énergie. En ayant moins d'énergie, l'hiver, je vais éteindre ma lumière plus tôt, je vais consommer un peu différemment. Enfin, je vais être moins peut-être dans la débauche, alors que là l'été arrive, on a pléthore de soleil et donc d'énergie. Et en fait, mon corps aussi, et donc ça c'est hyper intéressant. Et pareil sur l'eau, avoir un petit stock d'eau, on avait à peu près 1000 litres. La consommation moyenne d'une personne en France, c'est 150 litres d'eau par jour. Donc ça fait 7-8 jours d'autonomie, théoriquement. Mais quand on est autonome, en Mm. fait, on gère autrement sa réserve. Et donc on va adapter notre consommation, notre mode de vie à la météo qui va venir. Et donc on va adapter, on va consommer moins d'eau, on va passer moins de temps sous la douche quand ils annoncent plutôt un temps sec. On va pouvoir en profiter davantage quand il pleut. Et en fait, ça redonne de la valeur dans ce cas à l'eau, qui est quand même la base de la vie sur Terre, la base de plein de systèmes aussi. Et redonner de la valeur aux choses qui sont vraiment importantes, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'importe énormément. Et en fait, il y a moins besoin ou plus besoin d'aller chercher de la valeur dans des éléments plus superficiels qui nous entourent très largement aujourd'hui, à mon goût. Mm. Après, ce projet était clairement rural, d'après les photos. J'ai pas vu l'adresse, mais c'est clairement rural. Est-ce que c'est des choses qui sont réplicables en ville pour certaines des techs? Alors, j'imagine que la récupération des eaux de pluie, c'est plus compliqué. L'assainissement, bon, c'est déjà le cas en ville. Mais est-ce que c'est réplicable, sachant que en France, 60 à 70% de la population est déjà urbaine, quoi. Alors, ce sera pas forcément exactement les mêmes techniques, mais on peut s'appuyer sur les principes. Clairement de capter l'eau pluviale. Il y a d'autres valeurs. On est plus concentré en ville, donc il y a des choses qui n'étaient pas accessibles à l'échelle individuelle ou de la petite maison qu'ils deviennent quand on est un groupe. Et retrouver de la valeur, de refaire partie d'un cycle, on va dire, parce que on essaye un peu d'en sortir là depuis un siècle, mais on fait toujours partie d'un environnement, d'un cycle naturel. On mange et on produit de l'urine, des excréments, ça fait aussi partie de la nature. Et se replacer en fait dans le cycle, je pense que c'est ça aussi le sujet d'Elotech, c'est aussi accessible en ville. Et en D'accord. T'as exemple, des exemples de ce que vous utilisiez dans cette maison qui sont réplicables n'importe où? alors quelque chose de très simple que moi j'aime beaucoup et qui a été longtemps présent en ville, c'est le garde-manger, que je trouve super intéressant en plus parce qu'il y a une dimension un peu rétro-future là-dedans, et de se dire que c'est pas au 20e, au 21e siècle qu'on a qu'on a créé l'innovation. Depuis toujours, l'humanité développe des systèmes techniques pour bien vivre. Et donc le garde-manger, c'est une de ces techniques qui permet de conserver les aliments en se passant d'un réfrigérateur ou en réduisant sa dimension et son intensité d'usage, on va dire. Pendant une bonne partie de l'année, on n'a peut-être pas besoin de réfrigérateur. Et ça, les appartements haussmanniens, ils intégraient tous, côté cour en général, un petit garde-manger en fait qui donnait vers l'extérieur pour conserver au frais les aliments. Donc ça, c'est un vieux système. Après, on peut imaginer plein d'autres choses telles que chauffer son eau. Il y a des toitures disponibles partout. C'est pas la peine d'aller artificialiser des nouveaux espaces. Donc, comment est-ce qu'on utilise nos toits pour produire de l'énergie, principalement de la chaleur, qui est le gros poste de consommation d'énergie dans l'habitat, du chauffage, de l'eau chaude et pourquoi pas un peu d'électricité au besoin. OK. On a parlé dans l'épisode précédent avec Stéphane Châtelain de la possibilité d'un système de production électrique 100% basé sur des énergies renouvelables intermittentes et donc majoritairement non pilotables d'ici 2050. Est-ce qu'on a des pistes pour de la création d'énergie, d'électricité low-tech sur ces secteurs? Donc, je pense notamment à l'éolien, le photovoltaïque, parce que c'est ceux qui sont mentionnés en priorité dans ces rapports-là.
sont des secteurs qui sont particulièrement responsables du changement climatique et je connais pas d'alternative low-tech industrialisable. Est-ce qu'on sait créer de l'électricité de façon low-tech, je sais pas, pour un quartier, par exemple? C'est un énorme sujet et non, en fait, l'électricité est un produit profondément sophistiqué et complexe. En soi, l'électricité ne peut pas vraiment être low-tech car elle est complexe par essence. Donc le sujet dans l'approche low-tech, c'est comment est-ce qu'on réduit au maximum notre besoin, notre dépendance à l'électricité. Ce Mmh. qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'électricité spécifique, donc le besoin en électricité que seule l'électricité peut répondre, il est faible dans l'habitat. C'est de l'ordre de 10%. Donc ça, on va l'avoir pour le téléphone, l'ordinateur, la hi-fi, enfin tout le numérique et le digital. Mais en fait, c'est des postes pas très gourmands. Donc au final, si on essaye d'utiliser l'électricité que dans ce cadre, eh ben ça fait enfin, on n'a pas le choix, en fait. Il faut passer par là. Et après, tous les autres gros Mmh. postes, le chauffage notamment, hein, qui pèse les 2 tiers de la facture énergétique. Donc, si tu payes 1 000 euros d'énergie par an, t'as presque 700 euros, c'est que pour ton chauffage. C'est énorme, en fait. Il est là, le poste de dépense. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut chauffer sans électricité. Parce que tous les systèmes, que ce soit renouvelables ou pas, ça va faire appel à des métaux, à des matériaux rares, qui demandent énormément de transformation, énormément d'eau pour transformer. Et donc ça, en fait, c'est pas du tout soutenable. Faut pas être dans cette croyance que la tech et la high tech va nous permettre de bien vivre. Nous, là-dessus, on s'appuie vraiment sur la démarche Négawatt, enfin le scénario Négawatt, qui est incroyablement bien fait sur la thématique. C'est avant toute chose la sobriété, donc Mmh. vraiment le comportement, et donc réduire notre besoin, on va dire, réduire notre demande. Et donc au lieu de chauffer à 21, eh ben on va descendre le thermostat. Au lieu de rester 10 minutes sous la douche, eh ben on va y rester que 2-3 minutes. C'est des c'est pas les super nouvelles, mais en fait on on vit très bien avec ça. En fait, on n'a pas vraiment le choix non plus. Donc, Oui, je pense que complètement. c'est bien de le décider par soi-même plutôt qu'on nous l'impose dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Donc, la sobriété dans un premier temps. Après, l'efficacité. Comment ce besoin, j'y réponds avec moins d'énergie. Donc là, ça va être l'isolation des maisons, par exemple, des choses de ce genre. Donc, avec comment je réponds à ce même besoin en investissant moins d'énergie. Et en dernier temps, et c'est vraiment que le dernier temps, l'énergie renouvelable arrive. Mais en fait, le faire dans l'autre sens, ça tient pas du tout la route. C'est comme si tu construis une maison et en fait, tu t'attaques aux finitions avant d'avoir mis un toit. Mmh. Ça marche pas. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Les énergies renouvelables, c'est important. Il faut y aller. C'est un super sujet. Mais il faut surtout pas oublier la phase de sobriété et d'efficacité qui viennent avant ça. Mmh. Est-ce que c'est un choix individuel ou bien c'est un choix collectif? Comment est-ce qu'on fait pour imprimer une démarche low-tech, je sais pas, au niveau national, par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire la distinction au quotidien entre un réel besoin tech et une alternative low-tech et comment est-ce qu'on la choisit? Et du coup, ouais, est-ce que c'est un choix individuel ou de collectivité, quoi? Alors c'est un ensemble, hein. C'est euh, c'est systémique, on va dire. Changer tout seul, ça va pas faire grand-chose, mais ça nous met en mouvement en fait. Et pour nous qui abordons la thématique par le bas, c'est important d'avoir des citoyennes, des citoyens qui vont changer leur mode de vie pour le signaler aux collectivités aussi, pour le signaler à d'autres que bah non, en fait, on veut pas faire, on n'est pas on n'est pas à l'aise avec tout ça et qu'il faut changer le système. Et donc, évidemment, ça va arriver aussi par le haut, ensemble, pour embarquer du monde qui n'était pas sensible à cette dimension citoyenne. Et donc, c'est vraiment un ensemble qui répond, qui interagit. Il y a une grosse importance aussi sur l'appareil législatif, en fait, d'essayer d'éviter les tendances dangereuses qu'on peut avoir aujourd'hui et cette pleine croyance de sauvetage technologique. Ça, il faut un peu sortir de ça. Et
Et donc les organes publics ont un rôle énorme là-dedans. Et du coup, pour imprimer une démarche low-tech générale, est-ce que c'est possible d'influencer les démarches politiques, comme ce que tu disais, là, pour intégrer du low-tech? Je pense à des labels qui sont présents depuis des années, mais qui n'ont toujours pas décollé. Bon, il y a l'indice de réparabilité qui est rentré en vigueur début 2021, je crois, suite à la loi anti-gaspillage. Mais ça concerne les smartphones, les ordis, curieusement, les tondeuses à gazon électrique et certains lave-linges, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui se développent? Est-ce qu'il y a un indice de simplicité ou un indice d'accessibilité? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il manque beaucoup d'aide au développement de ce genre de carcan qui obligerait à se développer vers de l'efficacité énergétique et de l'élotech, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. L'indice de réparabilité, il est important. Enfin, je pense que c'est un bon premier pas. Il y a une approche aussi qui est intéressante. Aujourd'hui, les taxes, enfin largement, on va dire l'impôt, il est sur le travail humain et très peu sur la matière. On est de l'ordre de 20% sur la matière, alors que quand on fait la somme des charges sur le travail humain, c'est monstrueux. Donc on va favoriser l'achat de matière plutôt que le temps de réparation ou le temps de construction, l'artisanat. Et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose, enfin un mécanisme comme ça, où si on réduisait le coût du travail humain et on augmentait le coût de la matière, le coût d'extraction, de transformation et de jeter, ça changerait aussi pas mal les arbitrages. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet comme ça. Après, la dimension label, elle est compliquée dans l'approche low-tech. Peut-être pas souhaitable dans le fait où on s'appuie justement sur le premier pilier dont je parlais tout à l'heure, c'est l'utilité, donc l'usage. Et donc une même technique, on peut pas vraiment la labelliser low-tech ou pas, parce que par exemple, on va prendre un sujet sur lequel on s'est beaucoup penché au début, un réchaud à économie de bois. Aujourd'hui, il y a encore presque 3 milliards de personnes qui cuisinent au bois tous les jours. C'est vraiment pas terrible d'un point de vue sanitaire où il y a beaucoup de personnes qui s'intoxiquent avec ça. Qui consomment beaucoup de bois, enfin qui ont des systèmes pas du tout efficaces, enfin un peu trois pierres, etc. Donc ça a un vrai impact sur la déforestation. Ça demande pas mal de boulot d'aller chercher du bois tous les jours. Et donc un réchaud à économie de bois, la même technique, on va dire, elle sera beaucoup plus utile pour accompagner ces personnes dans leur vie au quotidien, plutôt que pour aller faire du camping 1 à 2 fois par an avec ses copains. Donc en fait, on peut pas dire ce réchaud il est low-tech ou il l'est pas, parce qu'on le décorrèle de son utilisation. Et on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Il faudrait en fait labelliser l'utilisation. Et donc ce réchaud dans le cadre de cuisson vitale, il est hyper low-tech. Dans le cadre de camping qui va servir que très rarement, il est pas low-tech. Oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'indice de réparabilité, je faisais un tour sur du coup les indices qui sont intégrés à certains smartphones et je voyais que le dernier smartphone de Samsung, le S21, je pense, avait un indice de réparabilité à 8,5 ou 8,6 sur 10, alors que dans les faits et en utilisation, euh, je suis assez peu persuadé que les utilisateurs iront faire réparer leur Samsung quand il leur semble inutilisable. Ils le remplaceront, quoi. C'est pour ça qu'il y a une dimension aussi comportementale qui est super importante. On parle beaucoup aussi d'effet rebond, etc. Et que peut-être quelque chose est réparable et finalement on va pas le faire réparer parce que il y a des nouvelles applis, il y a une obsolescence en fait de l'usage qui va arriver et c'est super important de prendre ça en compte. C'est pareil, un autre sujet moi qui me perturbe pas mal ces derniers temps, c'est sur la rénovation énergétique des bâtiments où on a mis des milliards et des milliards d'euros pour rénover les maisons. Et en fait, ce qui se passe avec un peu de recul, c'est qu'avant, on va dire, on payait 1500 euros pour se chauffer à 16 degrés dans la maison. Et maintenant, pour 300 euros de moins, on se chauffe à 22, 23 degrés. Ouais. Et donc, on n'est pas du tout dans la dimension environnementale qu'on souhaitait. On a certes vachement augmenté le confort, non, mais c'est pas l'objet de la transition environnementale, je crois. Et donc, il y a plein de rebonds comme ça qu'il faut prendre en compte. Et vraiment, c'est travailler sur les comportements, sur la compréhension des enjeux et en fait
l'autonomie aussi des gens, de comprendre ce qui se passe autour de nous dans les systèmes techniques et les impacts qu'on a chacune et chacun dans nos actions quotidiennes. Mmh. Ça fait penser à cet éternel débat au sein même des écologistes. Je cite Clément Fournier de You Matter, c'est un média que j'aime beaucoup et que je recommande. D'un côté, il y a les technophiles, avec on n'a qu'à regarder les actualités qui sont liées à l'écologie pour se rendre compte qu'en fait, ce mouvement, il est ancré dans l'imaginaire collectif, avec Hyperloop, qui est l'alternative écologique du transport du futur, les turbines dernier cri pour produire de l'énergie pour des villes intelligentes, ultra connectées, des voitures autonomes électriques qui circulent sur des routes solaires sans chauffeur, grâce à l'intelligence artificielle, des centrales au thorium. Et de l'autre côté, il y a les écologistes un peu plus sceptiques. Je pense aussi à Biwix, pour qui les technologies sont au contraire plutôt une épine dans le pied de l'écologie. Alors, est-ce que du coup, on associe la low-tech avec la décroissance, ou est-ce que c'est pas du tout le même sujet? Qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense sur cette approche, il faut faire preuve de discernement. En tout cas, on n'est pas dans la dualité. Les high-tech, c'est la mort, et les low-tech, c'est la vie. Euh, Là, on est bien content de pouvoir échanger, et ça a un impact, on va dire, acceptable. Enfin, On espère. Je si ferai la CV derrière. faudra évaluer tout ça, mais je pense que il faut pas être dans l'opposition frontale là-dessus. Après, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de hauteur. Ouais. Où est-ce qu'on place le curseur? Où est-ce qu'on place le curseur? Ça fait un siècle qu'on croit que la technologie va nous libérer du temps, va nous faire gagner de l'espace pour avoir plus de bien-être, passer du temps en famille, avec les amis, s'épanouir. Bon, aujourd'hui, on en est loin. Les fractures sociales sont terribles. On est en train de flinguer la planète. Donc, on peut peut-être essayer de changer le fusil d'épaule, on va dire. Ça fait vraiment un siècle qu'on est à fond technophile. Et moi, je suis ingénieur, et aussi, je voulais revenir là-dessus. On a un petit paquet à avoir cofondé le Low-Tech Lab. On est plusieurs quand même, et principalement des profils d'ingénieurs. Et justement, nous, on est né là-dedans, les années 80, la promesse presque de l'immortalité avec l'homme robot, la livraison de pizza en drone, la voiture volante. Et en fait, aujourd'hui, quand même, les scientifiques qui se penchent sur la question euh, annulent le futur. En fait, ce futur n'est pas possible. Cette croyance est fausse. Et donc, il y a aussi un enjeu de raconter des nouvelles histoires, de proposer des nouveaux imaginaires accessibles dans lesquels on va pouvoir évoluer, un nouveau cap, parce qu'en fait, ce futur qu'on se construit et qu'on se projette hyper technophile, hyper industriel, selon l'équation des scientifiques, en tout cas, on peut pas l'atteindre. Ok. Bon, et du coup, toi, où est-ce que tu as placé ton curseur? Alors, on parlait de slow un peu, essayer de ralentir, c'est un gros sujet, mais en fait, il y a énormément de réjouissance à se saisir des ralentissements, des interstices du quotidien. Il y a beaucoup de plaisir pour moi à me remettre dans la grande boucle naturelle. Une des techniques, bon, c'est un vrai tabou en France, hein, les toilettes, enfin tout ce qui touche aux excréments, ça c'est propre aux Français. On sait pas trop pourquoi, mais bon, on a cette culture, hein. Mais typiquement, les toilettes sèches, et se repositionner dans le cycle, c'est hyper intéressant. Enfin, en 2 semaines, ma production, ça devient quelque chose qui ressemble de proche à de l'humus, à un sol forestier. Bon, ça ne l'est pas encore, mais ça y ressemble. C'est incroyable. Enfin, c'est une somme de récompenses comme ça. Se déplacer à vélo, c'est une victoire pour moi. Quand il pleut la nuit, je vais voir mon stock d'eau et j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai l'impression de me connecter à mon compte en banque et d'avoir gagné 20 € dans la nuit sans rien faire. Et en fait, il y a une somme de récompenses qu'on a perdu en essayant de se couper de la nature, à se rendre indépendant et complètement supérieur à tout ça. Et en fait, ça nous appauvrit énormément de nous priver de ça, de l'environnement. Et un fait assez marquant pour montrer ça, c'est
Ah bah souvent on prend des vacances, ça fait du bien d'aller un peu dans la nature, faire de la randonnée, à pied, à vélo, faire un tour en bateau, pour retrouver ce contact, pour retrouver de la rareté, parce que la bouteille d'eau que je vais monter en haut du sommet, elle a énormément de valeur, ce litre d'eau, et on en a besoin, ça nous fait du bien ça. Et je trouve ça dommage de réduire ça à quelques jours dans l'année, alors qu'on pourrait en bénéficier au quotidien, en fait, très simplement, et c'est vraiment un vrai moteur de bien-être pour ma part. Et après, Ok. globalement, comment tout ça s'intègre plus dans mon métier, où du coup, moi, je suis coordinateur du Low-Tech Lab, donc à essayer de faire harmonie dans l'équipe et que ça ait, qu'on ait une production globale qui ait du sens et qui répond aux différents enjeux. Et donc, c'est faire émerger ce besoin, cette envie d'expérience chez le plus grand nombre, de vouloir essayer un mode de vie ou des techniques un peu plus low-tech dans ce quotidien. Et donc, de l'autre côté, promouvoir des manières d'entreprendre low-tech, parce que l'entreprise, on va dire, au sens d'essayer de faire quelque chose, d'avoir une action, elle est super importante pour l'accessibilité des low-tech. On sait que tout le monde, et moi le premier, va pas construire tous les systèmes ou toute sa maison. Ça, on n'a pas le temps, pas forcément Oui. la compétence. Mais justement, comment est-ce qu'on rend disponible, comment est-ce qu'on rend accessible ces techniques et ces modes de vie à travers l'esprit d'entreprendre. Et donc nous, il y a un gros sujet autour de la promotion des nouveaux métiers pour rendre toutes ces techniques et ces modes de vie beaucoup plus accessibles. Et du coup, concrètement, là, si moi, je veux pas débrancher mon frigo et que j'ai déjà un vélo, dans mon appart parisien, il me reste quoi à faire, sans avoir besoin de changer mon mode de vie? Alors il y a plein de petites choses. Je pense que faut surtout pas voir ça comme un bloc et on, on change d'un coup. Ouais, bien sûr. Bah, à chaque fois, c'est toute la transition écologique, c'est un processus pas à pas, hein, à chaque fois. Ouais, et moi je progresse beaucoup ces derniers temps et j'en suis super content et j'espère que je vais continuer à progresser parce c'est le travail d'une vie, je pense. Bah continue à faire du vélo. c'est c'est pas mal. Moi, j'aime vraiment beaucoup le garde-manger sans te passer de ton réfrigérateur, mais il y a vraiment plein de choses qui se conservent moins bien dans ton réfrigérateur qu'en dehors, Mmh. notamment tout ce qui est fruits et légumes. Ça n'a rien à faire dans un réfrigérateur. Donc tu peux les sortir, tes œufs, etc. Ça se conserve mieux en dehors, bah, je t'invite à faire ça. C'est plus anecdotique aussi, mais je l'aime bien. C'est le principe de la marmite norvégienne, ou en tout cas de consommer moins d'énergie quand tu cuisines. La cuisson, c'est à peu près 10% de la facture énergétique en moyenne, donc c'est D'accord. pas négligeable, c'est pas rien. Et donc en gros, de faire les fins de cuisson sans apporter d'énergie. Et en général, donc nous dans la maison dans laquelle on habitait, on avait un tiroir isolé, une sorte de gros thermos dans laquelle, bah, une fois que le plat était porté à ébullition, on coupait le gaz et on mettait le plat dans ce tiroir isolé. Mais D'accord, ça, une tu peux le glacière faire. inversée, quoi. Ouais, si on veut. Mais une glacière, ça fait le boulot aussi. Enfin, c'est Mmh. isolé. Et, euh, et sinon, si sans se faire un tiroir, tu peux mettre. Bah, moi, je mets des torchons là dans ma maison. Je coupe le gaz et je mets des torchons. Ou même des fois, j'utilise juste l'énergie. Je mets rien, mais je coupe le feu avant la fin de la cuisson. Et en fait, la chaleur emmagasinée permet de terminer de cuisiner. Ce qui est marrant, c'est que les Italiens, ils font ça pour terminer la cuisson de leurs pâtes. Ils coupent le feu. Bah, 1 minute avant la fin de la cuisson. En tout cas, les Italiens que je connais. Je ne veux pas faire de généralité non plus, mais c'est un vrai sujet. En fait, il y a plein de petites actions, plein de petits gestes qui mettent en mouvement, qui coûtent vraiment pas cher à faire et ça vaut le coup d'essayer encore une fois. Et puis bon, si ça plaît pas, on revient à autre chose. Mais voir ça comme une expérimentation, une expérience, on se donne un temps. Je vais essayer de faire ça pendant une semaine, un mois, et après, je me dis que j'arrête. En fait, si ça me plaît, je peux continuer. Et sur le site du Low-Tech Lab, globalement, il y a énormément de tutoriels et de ressources là-dessus. Et donc après, c'est à chacun aussi en fonction de ses affinités, de ses capacités, de ses envies de sélectionner en fait les différents potentiels. OK, ça, c'est super, je le mettrai en description, de l'épisode. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour, de ce sujet, sauf si tu avais d'autres choses à raconter?
Pour les choses que tu peux faire avec ton vélo, je pense que tu peux regarder aussi sur le site du Low-Tech Lab quel Low-Tech Lab local est au plus proche de chez toi. Aujourd'hui, on essaie d'accompagner un maximum de collectifs de citoyennes, de citoyens à se regrouper, à faire équipe pour creuser les thématiques low-tech propres à leur contexte, donc qu'ils soient urbains, rural, dans le milieu universitaire, etc. Et là, c'est super. Il y a une vraiment belle dynamique là-dessus dans toute la France et à l'international. Et je pense que c'est ça aussi qui est sympa, c'est d'avoir un espace d'échange et d'expérimentation à plusieurs. C'est hyper motivant. Et donc, et en plus, la low-tech est profondément locale et contextuelle. Donc, je trouve ça super de pouvoir se rapprocher des collectifs locaux pour échanger, explorer et expérimenter ensemble. Super. Merci beaucoup Clément pour ton passage. C'était une conversation super sympa. Puis à très bientôt. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.